Alors, bonjour et bonsoir. Euh, En fonction de l'heure qui fait actuellement chez vous, euh, le, le programme va démarrer d'ici une minute. Donc, donc, comme je le disais tout à l'heure, bonjour et bonsoir à tous et je vous souhaite les bienvenus dans ce live donc, qui est dédié euh, à mon programme dénommé Je réponds à vos questions sur l'élevage. Donc, c'est un programme que j'ai initié et dans le but d'apporter des éléments de réponse, des éléments d'éclaircissement qui pourront permettre euh, aux éleveurs, donc à ceux qui pratiquent déjà l'élevage, de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent, ou également aussi à ceux qui ont envie, voilà, de se lancer dans le business d'élevage, également aussi de mieux se préparer avant de s'y lancer. Alors, j'espère que ma voix porte parce que je ne sais pas, donc j'espère que ma voix porte et que vous me recevez. Donc voilà, donc c'est un programme qui est dédié à cela. Et comme je l'avais déjà annoncé sur ma page, donc c'est un programme qui sera déroulé chaque dimanche à partir de 17 heures, donc heure de Cotonou, donc ça fait GMT plus 1, donc à partir de 17 heures. Donc et nous allons durant toute la semaine déjà recevoir vos questions et inquiétudes par rapport à tout ce qui est l'élevage, que vous soyez déjà éleveur, donc c'est en activité, ou que vous ayez maintenant au fait l'envie de vous lancer le domaine de l'élevage. Donc, vous nous faites parvenir vos questions et puis nous allons les programmer pendant ce live-là afin de vous apporter des éléments de réponse. Ah, donc, vos questions, je vais rappeler le numéro sur lequel vous allez envoyer vos questions. C'est le plus 229 68 35 09 56. Donc, je répète, le plus 229 68 35 09 56. Donc, envoyez-nous au cours de la semaine les questions, vos questions, bien vos inquiétudes par rapport à vos projets d'élevage et autres. Et puis, lors de ce programme live, nous allons essayer d'en parler. Alors, pour ce soir, pour le compte de ce soir, nous allons discuter de plusieurs questions. Euh, je vais d'abord rappeler les questions et ensuite, nous allons commencer par les éplucher une à une, donc par les expliquer une à une. Alors, la première question, c'est que me faut-il pour démarrer un projet d'élevage? C'est-à-dire, est-il nécessaire de se faire former dans l'élevage avant de démarrer un projet d'élevage? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que l'élevage est une activité rentable? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, ça vient d'un éleveur, donc quelqu'un qui pratique déjà l'élevage. Je suis éleveur de poulets locaux et de moutons, mais mes moutons tombent régulièrement malades. Que faire? Donc ça, c'est la troisième question. La quatrième question que nous avons reçue, c'est j'ai suivi vos publications ces derniers jours et j'ai compris que vous faites la promotion de l'élevage des olacodes. Est-ce à dire que c'est un élevage rentable? Donc ça, c'est la quatrième question qu'on a reçue. Ensuite, la dernière question, c'est est-ce que c'est obligatoire de rédiger un plan d'affaires
avant de démarrer un projet d'élevage, vu le coût élevé de ce service? Voilà les 5 questions que nous avons reçues au cours de cette semaine et qui feront l'objet du, du présent, euh, présent live. Alors, donc, sans plus tarder, je vais entamer avec la première question. Que me faut-il pour démarrer un projet d'élevage? Est-il nécessaire de me faire former en élevage avant de démarrer mon projet d'élevage? Par rapport à cette question, je dirais que il est nécessaire de se faire former avant de démarrer un projet d'élevage. Il est nécessaire. Mais ce n'est pas obligatoire parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez avoir votre entreprise d'élevage sans pour autant ne pas être l'éleveur. Donc, l'éleveur, c'est la personne qui s'occupe des animaux en permanence. Vous pouvez être juste le gestionnaire de l'exploitation, donc c'est vous qui gérez l'exploitation de façon générale, mais l'éleveur, c'est un spécialiste, c'est ce spécialiste-là qui s'occupe des animaux de façon permanente. Donc, vous pouvez, la question là, au fait, a plusieurs volets. Donc, le premier volet, c'est que vous pouvez vous-même décider en tant que promoteur de l'entreprise, donc faire appel à cette compétence-là qui pourra travailler avec vous dans l'entreprise. Le second volet, c'est que vous pouvez, même si vous voulez faire appel à cette compétence-là extérieure, donc vous voulez faire appel à quelqu'un, c'est-à-dire recruter quelqu'un qui va travailler avec vous dans l'entreprise, donc un salarié, donc un spécialiste de la production animale, quelqu'un qui maîtrise très bien, au fait, les contours de la production animale. En plus de cela, vous-même, vous permettre, au fait, une meilleure gestion de l'exploitation de façon générale. Parce que si vous avez vous-même déjà au moins un background nécessaire, un background, c'est-à-dire le background, le minimum qu'il faut dans le domaine, cela vous permettrait au fait de plus, on est d'accord, de facilement mettre en place un système de gestion qui va mieux au fait conduire votre activité vers le succès. Donc, je reviens un peu en arrière. Le premier volet, c'est que vous pouvez décider en tant que gestionnaire de l'exploitation de faire appel à quelqu'un qui est spécialiste du domaine. Donc, vous le recrutez simplement. Donc, et lui, c'est un spécialiste de production animale. Donc, lui, il a les compétences qu'il faut pour pouvoir prendre soin de vos animaux pour l'atteinte de vos objectifs. Vous êtes simplement maintenant le promoteur, le gérant, et puis vous mettez en place maintenant les stratégies de management qu'il faut pour que le travail que l'employé que vous avez recruté, lui, fait, puisse donner un bon résultat. Ça, le second volet, c'est que en plus d'avoir cet employé-là, vous-même, vous pouvez décider aussi d'aller vous faire former dans le domaine, histoire d'avoir déjà les BABA qu'il faut pour pouvoir bien gérer, au fait, votre exploitation. Le troisième volet, c'est que vous pouvez ne pas faire appel à une compétence extérieure et vous pouvez aller vous faire former de façon professionnelle dans le domaine. Ça, c'est le cas où vous n'avez pas encore en fait, les moyens, votre projet n'a pas encore les moyens qu'il faut pour pouvoir payer un salaire régulier à un employé. Là, vous-même, vous décidez d'aller faire une formation, d'accord, de façon professionnelle. Donc, ça peut être une formation de 6 mois, d'1 an, dans le domaine de la production animale. Et puis, vous avez quand même le background nécessaire qu'il faut pour démarrer vous-même votre propre projet. Donc, je dirais que pour répondre, pour résumer mes éléments de réponse à cette question, est-il nécessaire de se faire former dans l'élevage d'abord avant de démarrer un projet d'élevage? Je dirais que c'est oui. Donc, quelle que soit l'option que vous prenez, que vous, euh, que vous recrutiez un, un spécialiste qui est sur le terrain, qui est sur la ferme pour vous, ou que vous, vous ne recrutiez pas, c'est que l'idéal, en fait, c'est que vous ayez vous-même d'abord un background nécessaire pour pouvoir mieux planifier votre exploitation et puis mieux la gérer. Alors,
la seconde question, c'est est-ce que l'élevage est une activité rentable? Et par rapport à cette question, j'ai souvent l'habitude de dire lors de mes ateliers puis lors de mes conférences que j'ai au fait une phrase que j'utilise le plus souvent, c'est qu'il n'existe pas d'activité d'élevage rentable, il n'existe pas d'élevage rentable, mais il existe d'éleveurs professionnels et rentables. C'est pour dire quoi? C'est que l'activité en elle-même est peut-être rentable, mais si vous-même, vous ne mettez pas en place les principes qui cadrent correctement en fait, l'activité en elle-même, au départ, peut être rentable, mais quand vous la réaliser, vous ne pouvez pas avoir de rentabilité. Tout comme l'activité en elle-même au départ peut ne pas être rentable, mais dans la faisabilité, avec les stratégies que vous mettez en place, ça peut en fait conduire votre activité vers une rentabilité certaine. Donc, c'est pour dire que la rentabilité de l'élevage, de façon générale, c'est une activité rentable, mais je ne veux pas au fait que vous vous basiez au fait sur ça pour pouvoir démarrer une activité. C'est vrai, quand on dit que l'activité elle est rentable, bon c'est bon, je dis bon ça suscite au fait des intérêts, ça fait ci, ça fait ça, mais le plus important sur lequel moi je souhaiterais euh, 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 que vous vous basiez plus au fait c'est le management. Le management, c'est le management que vous mettez en place qui va déterminer si la rentabilité de l'activité là sera effective ou pas. On est d'accord? Donc, sinon, si vous prenez l'élevage de lapins, l'élevage de poulets, l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de la côte, l'élevage de moutons, ainsi de suite, quand vous faites bien vos estimations, vous allez voir au fait que c'est des activités qui sont rentables. Et je vais ouvrir des parenthèses et dire au fait que la rentabilité aussi dépend. Ça dépend au fait des conditions dans lesquelles vous êtes. Ça dépend du milieu dans lequel vous êtes. Donc l'activité, l'élevage de poulets qui est rentable chez moi, ici à Cotonou, peut ne pas être rentable chez vous, peut-être dans une zone de Cameroun ou bien dans une zone de Burkina Faso. Donc, le milieu dans lequel vous êtes également aussi influence la rentabilité. On est d'accord? Donc, l'élevage en lui-même d'abord, quand je prends l'élevage d'abord comme ça, c'est une activité rentable. Maintenant, pour que vous-même, en tant qu'entrepreneur dans le domaine, vous sentiez vraiment cette rentabilité-là, on est d'accord? Il faut que vous mettiez en place des stratégies de gestion, des stratégies de management pour sécuriser cette rentabilité-là jusqu'à la fin. Donc, c'est en fait le plus souvent ce que moi je conseille plus souvent en fait à tous ceux qui sont entrepreneurs en élevage qui me contactent, c'est comment les aider, on est d'accord, à mettre en place un système de gestion pour non seulement sécuriser leur investissement, donc sécuriser d'abord ce peu qu'ils ont investi, mais également et aussi de le rendre plus fructueux à travers des stratégies de management. Donc, ça, c'est l'élément de réponse que je peux apporter à cette question. La troisième question, c'est, voilà, donc un éleveur de poulets locaux et de moutons, mais que ces moutons tombent régulièrement malades. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, moi, de profession, je suis un zootechnicien. Donc, je suis spécialiste en zootechnie. Quand on parle de zootechnicien, c'est une branche du métier qui n'est pas, en fait, totalement encore reconnue, surtout chez nous en Afrique francophone. Si je prends le cas particulièrement de mon pays, le Bénin, le métier de zootechnicien n'est pas encore reconnu. Donc, nous y travaillons encore, on est d'accord. Le métier qui est le plus reconnu en élevage ici, au Bénin, chez nous ici, c'est le métier de vétérinaire. On est d'accord? Donc, voilà, donc quand on vous voit sur une ferme d'élevage, donc automatiquement, c'est que vous êtes vétérinaire. On est d'accord? Donc, permettez-moi de clarifier rapidement ça avant de continuer. Donc, il y a une distinction entre un zootechnicien et puis un vétérinaire. On est d'accord? Donc, un zootechnicien, c'est celui-là qui est formé, on est d'accord, sur la mise en place d'un système d'élevage, la mise en place d'une exploitation d'élevage et qui est chargé de la conduite d'élevage. Donc, quand on parle de conduite d'élevage, c'est comment loger les animaux dans un environnement confortable, quels aliments il faut leur donner, donc pour pouvoir booster une bonne productivité chez les animaux, comment planifier la reproduction pour pouvoir avoir une bonne production,
Donc, toutes ces questions-là, en fait, sont incluses dans le métier de zootechnicien. Donc, moi, je suis un zootechnicien. Donc, si je prends, moi, mon cas particulier pour cette question-là, donc, vous avez vos moutons qui tombent régulièrement malades. Je vais d'abord vous demander, ou bien si je suis sur le terrain, je vais d'abord observer et voir, est-ce qu'il y a d'abord l'hygiène dans votre élevage? Parce que quand il y a un problème dans un élevage, ne cherchons pas, en fait, coûte que coûte, à trouver des réponses, des solutions, au fait, aux problèmes de façon aveugle, de façon, c'est-à-dire irréfléchie. Il faut d'abord aller en arrière, c'est-à-dire étudier les phénomènes qui se sont passés des jours avant que vous ne commenciez pas à observer le problème. La plupart du cas, c'est avant qu'un animal ne tombe malade, ça laisse des signes. Ça, c'est clair. Avant qu'un animal ne tombe malade, cet animal laisse des signes. D'accord? Donc, il y a des signes précurseurs, au fait, qui annoncent que cet animal va tomber malade. Donc, si vous êtes éleveur sur un terrain, vous devez, au fait, prêter attention régulièrement aux animaux. Je donne une formation le plus souvent sur la thématique de qualité inhérente au métier d'éleveur. Parce que un éleveur, c'est un métier. Et puis, il y a des qualités qui sont, au fait, liées à ce métier-là que vous devez développer. Et l'une de ces qualités-là, c'est être un observateur. Donc, un éleveur, c'est un observateur. Donc, si vos animaux, si vos moutons tombent régulièrement malades, je vous demanderai, cher éleveur, premièrement d'abord, d'aller voir est-ce que vos animaux sont logés dans un environnement confortable. Ça, c'est un. De deux, est-ce que cet environnement-là est régulièrement nettoyé? Ça, c'est deux. De trois, les abreuvoirs et les mangeoires des animaux, est-ce qu'ils sont régulièrement nettoyés également aussi? Ensuite, l'aliment que vous leur donnez, est-ce que c'est des aliments qui sont propres et qui sont sains pour la consommation? D'accord? L'eau que vous leur servez, l'eau que les animaux boivent, est-ce que c'est une eau de qualité? Est-ce que ce n'est pas une eau qui est souillée, par exemple? Parce que c'est de là, en fait, qu'il faut commencer déjà par voir. Parce que quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital pour voir un médecin, le médecin ne se met pas simplement comme ça à vous prescrire des médicaments. Non. Le médecin, d'abord, vous pose d'abord des questions, pose d'abord le diagnostic. D'accord? Ce qu'on appelle le plus souvent, je crois bien, en zootechnie ou bien en vétérinaire, l'anamnèse. Donc, il faut d'abord poser le diagnostic pour voir ce qui pourrait être à l'origine de ce problème-là. Et c'est de là maintenant qu'on pourra trouver la solution pour le problème. Donc, vous fouillez au fait dans ce que j'ai listé tout à l'heure. L'environnement, c'est que le local des animaux, est-ce que c'est un local confortable? Parce que nous sommes dans un pays tropical, nous sommes dans un milieu tropical où il fait chaud. Donc, est-ce que vous n'avez pas, en plus déjà de la chaleur extérieure qui existe, est-ce que vous n'avez pas fermé totalement encore le bâtiment d'élevage pour emmagasiner la chaleur encore à l'intérieur pour les animaux? Est-ce que le local est nettoyé régulièrement? Est-ce que les mangeoires et abreuvoirs sont nettoyés régulièrement? Est-ce que l'aliment que vous leur servez est de qualité? Est-ce que l'eau aussi est de qualité? Est-ce que vous pratiquez régulièrement la vaccination et les déparasitages? Parce que pour l'élevage des moutons, en fonction de votre zone, de là où vous êtes, il y a des campagnes de vaccination que souvent les services étatiques organisent. Donc, est-ce que vous suivez souvent cette campagne de vaccination-là? Est-ce que vous déparasitez vos animaux de façon régulière également aussi? D'accord? Donc, si vous avez les réponses à toutes ces questions-là, cela vous permettra de voir là où il y a le problème. D'accord? Maintenant, vos animaux, ça c'est l'antécédent, ça. Maintenant, à l'état actuel, quels sont les signes que présentent vos animaux? Est-ce que l'animal il est malade? Est-ce qu'il fait la diarrhée? Donc, je parle des moutons. Est-ce qu'ils font la diarrhée? Leur diarrhée est de quelle forme? Est-ce que c'est une diarrhée totalement liquide? D'accord? Est-ce que l'animal a du mal à respirer? Est-ce que donc, en fonction des symptômes que vous observez, également aussi, il y a la solution que vous allez apporter pour l'animal.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un zootechnicien, donc je ne suis pas formé pour traiter des maladies. Je suis plutôt formé pour prévenir les maladies. Et pour moi, pour prévenir les maladies, ça part déjà de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, de fournir à l'animal un bon local, de m'assurer qu'il y ait de l'hygiène dans tout l'élevage pour l'animal, que ce soit l'hygiène du local, l'hygiène des matériels, l'hygiène de l'aliment, l'hygiène de l'eau. Et que tout ce qui est vaccination, tout ce qui est déparasitage, que tout est fait régulièrement pour l'animal. Ça, c'est moi, mon métier de ce technicien. Donc, c'est quand ça dépasse cela que je fais appel à un collègue vétérinaire qui vient maintenant m'assister sur le terrain et m'aider c'est-à-dire établir un programme de traitement curatif pour l'animal. Donc, pour cet éleveur qui a posé la question, je lui recommanderais, si dans son environnement, dans l'environnement, il y a un vétérinaire, de se rapprocher du vétérinaire et avant d'aller chez le vétérinaire, de chercher d'abord à voilà, regrouper des informations sur tout ce que j'ai cité tout à l'heure avant d'aller voir le vétérinaire. Parce qu'arriver chez le vétérinaire risque de lui poser toutes ces questions-là. Donc, qu'il sait les informations qu'il faut pour fournir ça au vétérinaire pour que le vétérinaire puisse lui faire un bon diagnostic et par conséquent lui donner un bon traitement. Maintenant, a priori, bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas un vétérinaire. Si je suppose que vos animaux font la diarrhée, on est d'accord, ils font la diarrhée et que voilà, la diarrhée elle est incessante et puis bon, l'animal il est faible et quand vous essayez un peu d'écaquiller un peu les paupières, vous voyez que l'animal il souffre peut-être de l'anémie. Donc, a priori, on peut au fait associer cela au fait aux parasites gastro-intestinaux. On est d'accord? Donc, si vous faites au fait ces petits examens-là et que vous détectez que c'est ça, alors vous pouvez simplement aller prendre des parasitants. On est d'accord? Donc, il y a albendazole, il y a ivermectin. Donc, il y a ivermectin sous forme injectable que vous pouvez prendre et bien lire la posologie et puis l'utiliser pour l'animal, histoire de le déparasiter complètement. Donc, je crois que pour cette question, c'est ce que je peux apporter comme élément de réponse. Si l'éleveur n'a pas, parce qu'il y a des milieux au fait ruraux dans lesquels les éleveurs n'ont pas souvent accès à ces services vétérinaires-là. Donc, si vous n'avez pas toujours accès à ces services vétérinaires-là, faites-moi toujours signe. J'ai des collègues vétérinaires ici et avec qui je peux vous mettre en contact. Et là, ils pourront vous aider maintenant à dresser un, un programme de traitement efficace pour vos animaux. Mais moi, je vous conseille de façon préventive déjà de travailler sur ces points-là que j'ai listés tout à l'heure. C'est très important. Si ces points-là sont bien réunis et que vos animaux sont mis dans des conditions normales, d'hygiène normale, je crois que cela réduit au maximum déjà les risques d'apparition des maladies. Un dernier point que je vais aborder là également aussi, c'est que comme il s'agit des moutons, les fourrages que vous leur donnez, est-ce que c'est des fourrages que vous allez couper au pâturage que vous leur servez ou bien c'est que c'est les animaux eux-mêmes vont au pâturage pour pouvoir brouter l'herbe? Si c'est que les animaux eux-mêmes vont au pâturage pour pouvoir brouter l'herbe, alors il faut bien choisir l'heure à laquelle vous allez conduire les animaux au pâturage. Parce que nous sommes maintenant actuellement en train d'entrer dans la saison pluvieuse et souvent tôt le matin, avec la rosée, tôt le matin, il y a souvent des œufs de parasites qui sont souvent hébergés dans les côtelettes d'eau sur les feuilles. Donc, c'est des œufs, en fait, invisibles, qu'on appelle souvent les oocytes. Donc, c'est des œufs invisibles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais quand les animaux vont sur le pâturage tôt le matin, c'est-à-dire vers 7h, 8h comme ça, ils avalent au fait ces œufs-là. Et quand l'œuf rentre dans l'organisme de l'animal, il trouve un environnement propice, donc il va s'éclore pour devenir une larve et avec le temps devenir un ver adulte qui va commencer par créer des dégâts dans l'organisme de votre animal. Donc, le choix de l'heure de pâturage aussi est très important. C'est aussi une mesure préventive pour éviter ce genre de maladie. Donc, si le soleil se lève déjà chez vous vers 8h, vers 9h, donc l'idéal, c'est
d'amener vos animaux au pâturage vers ces heures-là parce que les premiers rayons solaires peuvent déjà sécher, on est d'accord, faire disparaître en fait, ces gouttelettes d'eau qui sont sur les feuilles et comme ça réduit un peu aussi le risque de contamination des animaux. Maintenant, dans le cas où c'est que vous cherchez vous-même, vous partez vous-même en tant qu'éleveur au pâturage pour couper les herbes, pardon, que vous amenez sur votre ferme pour les animaux, là, quand vous partez pour couper, arriver à la maison, il faut d'abord pré-sécher d'abord avant de le servir aux animaux. Donc, quand vous venez, vous étalez le fourrage, pas au soleil, donc vous étalez le fourrage peut-être à l'abri du soleil où il y aura de courants d'air qui pourra passer et puis sécher correctement les feuilles. On est d'accord? Donc, quand vous faites ça, maintenant, en voulant servir aux animaux, quand vous prélevez la feuille, vous les secouez pour que ces petits œufs-là qui étaient sur ça puissent au fait tomber avant que vous ne serviez ça aux animaux. Tout ça aussi, ce sont des mesures préventives que nous conseillons aux éleveurs. Alors, toujours pour éviter ce problème-là, moi, je conseille plus aux éleveurs si le fourrage que vous voulez servir à vos animaux demain et après-demain, cherchez déjà aujourd'hui. On est d'accord? Donc, vous cherchez déjà le fourrage aujourd'hui. C'est pré-séché aujourd'hui. Et là, demain, vous pouvez servir ça correctement à vos animaux sans de problème. Il faut également aussi que vous conserviez très bien vos aliments. Donc, c'est-à-dire les compléments alimentaires que vous donnez aux moutons. Si c'est des épluchures de manioc, si c'est des sons de maïs, si c'est des touteaux de ainsi de suite, il faut que vous ayez un endroit convenable où vous les conserviez pour éviter en fait, leur contamination. Parce que si ces aliments sont contaminés, si ces aliments-là développent des moisissures et que vous les servez quand même comme ça aux animaux, c'est sûr que vos animaux vont tomber malades. Donc, par rapport à cette question aussi, c'est quelques éléments que je pourrais partager avec vous. La quatrième question, c'est j'ai suivi vos publications ces derniers jours et j'ai compris que vous faites la promotion de l'élevage des holacaudes. Est-ce à dire que c'est un élevage rentable? Bon, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai beaucoup plus publié des vidéos ou bien des posts sur, que ce soit sur ma page Facebook comme aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai publié beaucoup de vidéos sur l'élevage des holacaudes, c'est vrai. Et cela ne veut pas dire au fait que c'est un élevage qui est plus rentable que les autres élevages. Ce n'est pas ça. D'accord? Nous, mon équipe et moi, on a initié la promotion de l'élevage de la côte dans le cadre d'un projet que nous avons initié. Donc, c'est un projet qu'on a initié, projet de promotion des activités alternatives au braconnage. Vous savez que la côte fait partie des gibiers. Aujourd'hui, donc, c'est des viandes non conventionnelles jusqu'à aujourd'hui. Donc, la plupart des gens, au fait, pour consommer le lacode, ils vont au bord des voies pour acheter, au fait, le lacode, l'agouti qui est tué dans la brousse. D'accord? Donc, nous, pour, au fait, pallier un peu à ces problèmes de pression, d'accord, de pression anthropique sur la faune dans les forêts et autres là, et également aussi voilà, essayer un peu de varier l'habitude alimentaire au fait des gens. Nous avons initié ce projet-là pour quand même permettre aux gens de, voilà, en plus de lapin, en plus de poulet, autres, là, vous pouvez également aussi faire de la côte, d'accord, qui est aussi une viande qui est appréciée, ainsi de suite. Donc, si je viens au niveau du côté rentabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne veut pas dire que l'élevage de la côte est plus rentable que tel élevage. Ce n'est pas ça. D'accord? Mais c'est quand même aussi une activité rentable. D'accord? Mais comparé à d'autres élevages, à d'autres types d'activités d'élevage, je ne pourrais pas me prononcer sur ça parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte de jeu pour pouvoir dire si, en statistique, le plus souvent, on dit qu'on ne compare pas de choses incomparables. Donc, des choses qui n'ont pas la même base, on ne pourra pas les comparer. Donc, quelqu'un qui élève les poulets, comme quelqu'un qui élève les holacaudes, le tout dépend du management que chacun d'eux en fait, a
a mis en place. D'accord? Donc, c'est vrai, l'élevage des Jolako, depuis l'année passée, depuis 2023, j'ai déjà installé plusieurs élevages, plusieurs promoteurs ici au Bénin. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de problème de, voilà, il y a ci, il y a ça, donc il n'y a pas encore eu ce genre de problème, aussi criard. Donc, à partir de cette expérience-là, voilà, donc je peux dire que c'est une bonne activité qu'on peut aussi réaliser. On est d'accord? Ensuite, la dernière question, c'est est-ce obligatoire de rédiger un plan d'affaires avant de démarrer un projet d'élevage vu le coût élevé de ce service? Donc, cela rejoint un peu la première question qui demande que faut-il faire avant de démarrer un projet d'élevage. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à ça d'abord. Et puis, j'ai attendu d'avoir la dernière question pour y répondre. Alors, c'est vrai, quand beaucoup de personnes viennent vers moi avec des idées de projet d'élevage, quand je leur parle automatique, quand je leur parle de, bon, il faut vraiment que vous ayez un plan d'affaires, donc automatiquement, disons, sur 100 personnes qui viennent vers moi, quand je parle quand je sors le thème de plan d'affaires là, je vous dis au moins, c'est-à-dire 80-85% au fait, ne reviennent plus à moi. Juste parce que ils voient que, bon, payer pour un tel service pour eux, c'est que, bon, c'est de l'argent versé sur le dos du canard. Donc, c'est de l'eau, quoi, qu'on verse sur le dos du canard, donc c'est du gaspillage. Alors, ce qu'ils oublient, en fait, c'est que, tout comme nos mamans, quand nos mamans se lèvent un dimanche comme ça, et, elle s'assoit, elle fait le point des investissements, le point des dépenses qu'elle aura à faire toute la semaine. Elle planifie ça. Elle sait que je dois aller à tel endroit, je dois acheter tel ingrédient, je dois faire ci. Donc, elle planifie tout, au fait, depuis la veille, avant même le démarrage de la semaine. Vous voyez. Donc, ça, déjà, c'est déjà, en fait, un document de planification. Donc, quand on parle de plan d'affaires, ce n'est pas quelqu'un qui veut faire un projet où il veut dépenser 100 millions, 200 millions, qui doit forcément faire plan d'affaires. Même si vous voulez dépenser 100 000 francs CFA dans un projet, le plan d'affaires, il est important pour vous. Pour ne pas dire que c'est obligatoire pour vous. Parce que c'est un document de planification. C'est un document qui vous oriente. C'est un document qui vous guide. J'ai souvent l'habitude de dire lors de mes formations que sans un plan d'affaires, l'entrepreneur passe plus de temps à éteindre le feu plutôt qu'à évoluer. Il passe plus de temps à gérer les imprévus plutôt qu'à évoluer. Parce que le plan d'affaires vous permet déjà de planifier vos activités et déjà de façon anticipée, penser déjà à tout ce qui est imprévu, tout ce qui est risque qui peuvent surgir demain et avoir tendance à, c'est-à-dire freiner votre business. Donc, quand vous pensez déjà de façon anticipée à tous ces risques-là, vous pensez déjà en même temps à des mesures palliatives, déjà en même temps dans votre plan d'affaires. Vous voyez que c'est un document très important, en dépit du fait que dans un plan d'affaires, il y a la section liée à la faisabilité socio-économique de votre projet. Donc, c'est la partie là qui démontre clairement que votre projet est faisable sur le plan socio-économique. Ensuite, il y a la partie technique qui montre que votre projet sur le plan technique, sur le plan technologique, c'est faisable également aussi. C'est-à-dire, parce que dans cette partie-là, par exemple, vous listez les technologies que vous aurez à utiliser et tout ça là est déjà pris en compte dans l'étude financière de votre projet. Financièrement parlant, vous faites déjà votre budget. Vous savez déjà ce que vous voulez dépenser chaque mois, quelles sont les dépenses que vous aurez à engager chaque mois pour pouvoir aller vers votre objectif. Dans la partie financière également aussi, vous sortez les paramètres de rentabilité qui vous permettent de vous prononcer sur la rentabilité de votre projet. Le projet que vous voulez faire, là, est-ce que c'est un projet vraiment qui soit rentable financièrement parlant? Donc, il y a des paramètres qui vous le disent clairement.
Et là, vous prenez la décision. Est-ce qu'il faut y aller dedans ou pas? C'est clair. Donc, pour moi, la réponse à cette question, en tout cas, pour quelqu'un qui, pour un spécialiste comme moi en business management, la réponse à cette question pour moi, c'est automatiquement oui, c'est obligatoire. Et ça, je le conseille à tout le monde. À tout le monde. Donc, si vous voulez aller dans un business, mais la moindre des choses d'abord, c'est de vous asseoir et puis planifier le business. Donc, un plan d'affaires, c'est aussi comme un document de planification. On est d'accord? Ça vous permet de vous planifier et de surcroît aussi, c'est aussi un document qui vous permet de mobiliser les ressources. C'est-à-dire que si vous voulez aller toquer à des portes extérieures, avec un plan d'affaires, c'est plus facile. On est d'accord? Donc, vous avez un plan d'affaires qui est bien rédigé, bien fourni. Vous allez vers un partenaire potentiel, mais facilement, vous pouvez le convaincre. Ce partenaire-là, s'il voit vraiment dans votre plan d'affaires que c'est un projet vraiment qui est faisable sur tous les plans, plan socio-économique, plan technique, plan financier, mais il n'aura pas d'argument, il n'aura pas d'autres arguments, on est d'accord, pas d'autre choix que de soutenir, au fait. Si réellement ce plan d'affaires rentre dans le cadre de son plan stratégique, de sa vision à lui, il va vous soutenir parce que vous avez, au fait, un document qui, au fait, lui apporte beaucoup d'éléments sur lesquels il peut se baser pour prendre une décision. Donc, pour moi, le plan d'affaires, chers amis, c'est très important. Je ne dis pas ça parce que je suis un spécialiste du domaine, forcément, mais avec mon expérience dans le domaine, c'est important. C'est très important que vous ayez un plan d'affaires. Sinon, sans un plan d'affaires, vous allez, au fait, vous pouvez démarrer le projet, hein, pas de problème. Mais avec le temps, c'est là que les imprévus commencent par apparaître. Des imprévus auxquels vous n'avez même pas pensé. Je crois que c'est hier ou bien avant-hier, j'ai fait une vidéo sur comment analyser les risques qui peuvent affecter un projet et comment, à l'issue de l'analyse là, comment prévoir en même temps déjà des mesures d'atténuation. J'ai fait la vidéo, je crois que la vidéo est déjà publiée ou bien je l'ai programmée, ça va sortir peut-être d'ici ce soir sur ma chaîne YouTube. Là, vous pouvez au fait accéder à ça. Vous pouvez accéder à cette vidéo-là et puis voir un peu comment, dans votre plan d'affaires, vous pouvez faire l'analyse des risques et puis prouver au partenaire qui est devant vous que vous avez pensé au fait déjà aux risques potentiels qui peuvent apparaître demain dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet et que vous avez déjà pensé en même temps à des mesures d'atténuation, des mesures pour les surmonter, des mesures pour que ces risques-là en fait, ne freinent pas votre élan, ne freinent pas au fait, trop la production au sein de votre entreprise. Donc, c'est très important. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut aller dans un business de façon générale, mais de façon particulière, dans un business en élevage, premièrement, c'est qu'il doit avoir forcément son plan d'affaires. C'est clair. Donc, avec votre plan d'affaires, vous êtes même plus éclairé. Le plan d'affaires vous guide et vous oriente sur qu'est-ce qu'il faut aller faire, qu'est-ce qu'il faut aller demander, comment, dans quelle période je dois faire telle chose, dans quelle période je dois faire telle chose, et puis ainsi de suite. Là, vous êtes organisé. Mais sans plan d'affaires, on nage. Si le vent m'amène à gauche, je vais à gauche. Si le vent m'amène à droite, je vais à droite, et puis ainsi de suite. On est d'accord? Donc, c'est très important et même obligatoire d'avoir un plan d'affaires, surtout même dans le cas de l'élevage. Parce que l'élevage, vous savez, c'est une activité, je veux dire, un peu aléatoire. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. La température joue là, la disponibilité des matières premières, c'est-à-dire les aliments, ça joue là, la disponibilité des médicaments, ça joue là, vous-même, vos compétences en élevage, ça joue là. Vous voyez, donc il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Même la politique dans le pays, ça joue. C'est un facteur qui joue sur ça aussi. La disponibilité des ressources humaines, ça joue sur ça aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc, vous ne pouvez pas simplement vouloir faire un projet d'élevage comme ça et puis simplement vous y lancer. Non, il faut que vous vous asseyez et que vous planifiez votre projet. On est d'accord?
Donc, je crois que de façon sommaire, le live était prévu pour durer maximum 45 minutes. Donc, je crois que de façon sommaire, voilà les éléments de réponse que je peux apporter. On est d'accord à ces questions qui me sont parvenues cette semaine. Et je ne suis pas, je dirais, si malgré mes éléments de réponse, vous avez encore toutes des inquiétudes par rapport à ça, par rapport à s'il y a des points qui ne sont pas bien compris, donc vous pouvez toujours encore me tester. Donc, je rappelle encore le numéro, c'est le plus 229 68 35 09 56. Donc, vous pouvez toujours me tester. S'il y a toujours des questions qui vous taraudent encore l'esprit par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez toujours encore m'envoyer des messages. Et puis, je vais voir comment les prendre en compte dans le live du dimanche prochain. Et je voulais aussi annoncer que sur j'ai une chaîne YouTube, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, donc allez simplement sur YouTube et tapez simplement Fréjus Tanguy Zinsou, donc vous aurez ma chaîne YouTube. Donc sur cette chaîne-là, je parle de l'élevage, je parle aussi de business de façon générale, business en élevage. Donc comment rédiger un plan d'affaires, comment faire telle chose, comment faire ci, comment bien nourrir les animaux, tout et tout. Donc c'est de tout ça que je discute sur ma chaîne YouTube. Donc ma page Facebook aussi est là, donc vous pouvez aussi vous abonner à la page. Et avec le temps, voilà, nous allons vous aider à, si vous avez des projets en élevage, bien si vous êtes déjà dans le métier de l'élevage, notre ambition, c'est de vous aider à réussir et puis à quand même aider votre communauté. Parce qu'un entrepreneur qui réussit dans une entreprise, c'est pour le compte de sa communauté. Donc, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous visons même le plus. On est d'accord? L'impact que l'entrepreneur aura dans sa communauté, l'impact positif qu'il aura dans sa communauté lorsqu'il va réussir son entreprise, lorsqu'il va réussir son business. Donc, d'accord? Donc, nous sommes disposés pour accompagner qui qui est dans le besoin. Donc, il suffit juste de nous contacter pour des services de rédaction de plans d'affaires. Donc, on est disponible pour des formations en élevage, technique d'élevage, des formations sur comment élever tel et tel animal, des formations sur comment gérer un projet, comment gérer une exploitation d'élevage, des formations sur les métiers, le métier d'éleveur, tout ça là, c'est des formations que nous donnons. Donc, les formations sur comment formuler les rations alimentaires pour les animaux. Donc, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de tâtonnement, la technique de carré de Pearson, la technique d'équation algébrique. Donc, plusieurs méthodes que nous apprenons aux éleveurs. Donc, en tout cas, ce qui quand même tourne autour de l'élevage, c'est ça que nous discutons, que ce soit sur ma chaîne YouTube comme sur ma page Facebook. Donc, je vous remercie vraiment pour ce premier live. Et voilà les questions auxquelles nous avons essayé quand même d'apporter quelques éléments de réponse. Et nous allons nous retrouver le dimanche prochain, toujours à la même heure, à 17h, GMT plus 1, pour discuter d'autres questions qui vont nous parvenir dans la semaine sur le numéro plus 229 68 35 09 56. Donc, envoyez-nous vos questions, vos inquiétudes, tout ce que vous avez en rapport avec un projet d'élevage, tout ce que vous avez. Envoyez-nous les messages via WhatsApp. Donc, on va les recenser et puis les programmer pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup et dimanche prochain.